Mesdames et messieurs, bonsoir. En ce 8 mai qui célèbre la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe, nous sommes réunis pour inaugurer Le Souffle, œuvre réalisée en hommage aux victimes des bombardements de 1945. Cette cérémonie est présidée par M. Patrick Maringaud, maire de Royan, en présence de M. Nicolas Basselier, préfet de la Charente-Maritime. Elle rassemble M. Didier Quentin, député de la 5e circonscription de la Charente-Maritime, M. Raphaël Gérard, député de la 4e circonscription de la Charente-Maritime, M. Michael Vallée, sénateur de la Charente-Maritime est excusé, Mme Sylvie Marcilly, présidente du conseil départemental de la Charente-Maritime, M. Vincent Barrault, président de la communauté d'agglomération Royan-Atlantique et maire d'Étaules, M. Claude Baudin, maire de Saint-Palais-sur-Mer, représenté par M. Garnier, M. Pascal Ferchaud, maire de Saujon, Mme Françoise Fribourg, maire de Méché-sur-Gironde est excusée, M. Patrice Libelli, maire de Vaux-sur-Mer, Mme Laurence Osta-Amigo, maire de la Tremblade, M. Éric Renoux, maire de Médy, M. Bernard Pourpoint, maire de Grézac, M. le maire de Saint-Sulpice de Royan, M. Thierry Beauce, commissaire de police, Mme Marie-Pierre Quentin, conseillère départementale, Mme Françoise de Rofignac, conseillère départementale, les élus du conseil municipal de Royan, Mme Claudine Kervella, directrice de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, les porte-drapeaux des associations patriotiques de Royan et ses environs, le conseil municipal des jeunes et les associations des véhicules anciens, la Military Véhicule Conservatoire Général du Sud-Ouest et le Military Atlantic Group. La cérémonie à laquelle vous allez assister sera rythmée par 3 tableaux. Royan avant 1945, la guerre et la destruction de la ville et la naissance d'une nouvelle cité. La cérémonie débutera par une introduction de M. Maringaud, suivie d'extraits de l'opérette La vie parisienne d'Offenbach, interprétée par les musiciens du Conservatoire de musique Besançon-Gachet de Royan, sous la direction de Yann Le Calvé. M. Patrick Maringaud évoquera ensuite Royan avant la guerre. Ce premier discours sera suivi d'une deuxième prestation du Conservatoire de musique et d'un violon soliste, Mme Grace de Morgan, qui joueront une partie de la musique de La liste de Schindler, de John Williams. M. Maringaud rappellera ensuite la destruction de Royan pendant la Seconde Guerre mondiale. Cette intervention sera suivie d'une sonnerie aux morts par Gérard Bellino, trompettiste de l'association Memory Atlantic Group. Le Conservatoire de musique, accompagné de la chorale des collèges Henri Dunant et Sainte-Marie de Royan, interprétera alors La conquête du paradis de Vangelis. M. Maringaud reprendra ensuite la parole pour relater la renaissance de la ville et sa reconstruction. Ces interventions seront suivies d'un discours de M. Luc Richard, artiste créateur de l'œuvre, et M. Nicolas Basselier, préfet de la Charente-Maritime, conclura les prises de parole. Et enfin, pour conclure cette inauguration officielle, le ruban sera coupé par M. le préfet et M. le maire. Bien, Monsieur le préfet, mesdames et messieurs, en vos titres et qualités, et Monsieur Luc Richard, le concepteur de l'œuvre. D'abord, bonsoir. Puis souriez, vous êtes filmé, il y a un drone au-dessus. Merci chaleureusement pour votre présence. Ça commence bien, je m'appuie trop fort là-dessus. Voilà. Ce 8 mai 2022 est une journée d'exception pour Royan, un grand cru pour la ville. Ce matin, nous avons célébré le 77e anniversaire de la libération, avec de sa libération, avec joie, certes, mais aussi avec au fond du cœur cette tristesse d'un retour de la guerre aux portes de l'Europe en Ukraine. Ce soir, nous inaugurons l'œuvre mémorielle Le Souffle. À cette occasion, nous avons souhaité retracer musicalement la destinée de notre belle ville de Royan. Cette œuvre mémorielle, il faut être fou aujourd'hui pour faire une œuvre mémorielle, pour se lancer dans ce parcours du combattant. Le Havre nous a téléphoné en nous disant « pourrez nous donner des tuyaux parce que nous aussi on n'a rien fait pour le moment. Donc on va négocier ça avec eux. » Cette œuvre mémorielle est le fruit d'un concours d'artistes lancé par la ville en 2018. Concours d'artistes. Pas rien, hein, d'accord. Bon. Le jury n'avait pas réussi à trancher entre les 3 projets proposés. On est planté, d'accord. Embourbé, planté. Bien. Nouvel appel à candidature a été lancé en mai 2019. Et Luc Richard et sa réalisation Le Souffle ont été retenus. Cette œuvre a une double finalité. D'abord, honorer les morts. 442 civils français, 47 militaires allemands, les blessés, les disparus de toute nationalité. La guerre concerne tout le monde.
pris dans la tourmente de la Seconde Guerre mondiale. Transmettre à nos concitoyens, chaque année il y en a 1500 qui arrivent, qui ne connaissent pas l'histoire de la ville. Transmettre à nos concitoyens, à nos jeunes et à nos touristes, eh bien, l'histoire de Royan, mais aussi ses valeurs de résilience et de courage, démontrées par sa population. Et de la résilience et du courage, on en a tous besoin, surtout quand ça commence à flageoler un peu. L'idée initiale d'une œuvre mémorielle, et je dois rendre à César ce qui revient à César, revient à Michel Servi. Certaines et certains d'entre vous l'ont connu. Ancien conseiller départemental, il avait de la stature, il avait du verbe, c'était un politique au sens noble du terme. 9e adjoint au maire, 9e adjoint de Didier Quentin. 9e quand même. Bon, aujourd'hui décédé. Il n'a pu la mener à bien et mon équipe et moi-même avons jugé bon de faire vivre cette idée. Et Michel, vous êtes bien avec nous là où vous êtes. Le souffle est complété par un parcours d'interprétation à but pédagogique. Il faut faire le tour de la butte. Vous découvrirez des panneaux qui sont très bien réalisés. Et par une reconstitution numérique du Fort-Duché qui sera activée ce soir à 20h. Fort-Duché, là où vous êtes, qui est un haut lieu militaire de la ville où nous nous trouvons. C'est un emplacement stratégique qui verrouille l'entrée de l'estuaire de la Gironde. Bien, et si nous évoquions maintenant le souffle de Royan avant la Deuxième Guerre mondiale, et là, laissez-vous aller, partez, fermez les yeux, laissez-vous aller.
Ayant longtemps rejeté le milieu marin qui nous entoure ici, à l'exception de quelques gars hardis, les pêcheurs et les pilotes de la Gironde, assez audacieux pour affronter l'océan, la ville va adopter, au début du XIXe siècle, la mode des bains de mer, qui arrive alors d'Angleterre. Il peut arriver de bonnes choses d'Angleterre. Ce nouveau phénomène social va donner naissance à notre station balnéaire. Et les Bordelais vont en être les premiers estivants. Ils vont arriver par là-bas, par le fleuve. Eu égard à la mauvaise qualité des routes, pleines de fondrières, ça ne s'est pas vraiment amélioré. On peut se demander ce que fait le maire et son équipe. Sous la menace des voleurs, il y en a moins. La police nationale et municipale travaillent très bien ensemble. Il y en a moins. La clientèle girondine préfère emprunter le fleuve à bord de larges gabarres à voile qui louvoient entre les bancs de sable. Vous imaginez ça dans le paysage? Vous les voyez arriver, vos touristes, avec des gabarres, des grands trucs. La gueule, quoi. C'est sympa. Aux gabarres, avec le progrès technique, vont succéder les premiers bateaux à vapeur. 1818, le premier d'entre eux, la Garonne, est lancé, effectue le premier trajet Bordeaux-Langon. La première liaison vers Royan s'effectuera en 1820. Et depuis 2021, grâce au syndicat mixte, mais soutenu par la CARA et soutenu par le département, tu vois, je dis des choses bien de la CARA des fois, Vincent, hein. Bon, nous avons retrouvé cette liaison fluviale avec Bordeaux, de par l'arrivée de nouveaux paquebots de croisière pluviale. On n'y est pour rien, mais ce soir, il y en a un qui arrive. C'est le premier de la saison. C'est quand même dingue. Bon, c'est bien. L'invention du bateau à vapeur va permettre à l'aristocratie du bouchon, négociants et grands bourgeois bordelais, de rallier plus facilement Royan. Ils effectuent la navette entre juillet et septembre. Des cabines de bain sur pilotis sont installées sur la plage de Foncillon, par là-bas, exclusivement réservées aux femmes. On a vu ça, rien que pour les femmes. Hein. Et des cabines sur roues sur la Grande Conche. Je présume que nous, les hommes, on avait accès aux cabines sur roues. Bon. Ces premiers baigneurs vont peu à peu changer le mode de vie des Royanais. Flairant la manne financière, certains louent des chambres, voire une grande partie de leur maison, quitte à loger à l'étroit dans les pièces les moins agréables. Je pense que ça persiste encore aujourd'hui. Hein. Bon. Les baigneurs prennent leur médication à l'ouest de la Grande Conche, juste devant le centre du bourg. C'est une véritable attraction pour les habitants. Gratos, tout ce qu'il faut. Très bien. 1843 est fondée la Société civile des bains de mer de Royan. Un premier casino est ouvert en 1945, situé à l'extrémité du jardin de l'actuel Palais des Congrès. Les baigneurs les plus aisés goûtent au plaisir d'une vie mondaine, en circuit fermé, entre la plage, l'hôtel, le casino. C'est la belle vie, quoi. Voilà. Et le Café des Bains va devenir le premier rendez-vous des estivants à la mode en haut de la rampe du port. La ville tout entière va alors se tourner vers l'océan avec le plan d'urbanisme de l'ingénieur et conseiller municipal Augustin Botton, bien connu, qui va créer un boulevard tout le long de la Grande Conche, le fameux boulevard Garnier, où il n'y a pas de fondrière. Là, j'en suis sûr. Voilà, ça c'est bien. De belles villas vont y être construites et désormais, Royan regarde dans le sens de la mer, comme le note Eugène Pelletan dans Naissance d'une ville. Sous le Second Empire, la ville connaît un important développement économique. 1855, un entrepreneur bordelais en vacances à Royan, Jean Lacaze, va acquérir 24 hectares de dunes plantées de pins en bordure de la conche de Pontaillac. Des rues sont tracées, perpendiculaires à la plage, face au vent du large, selon les règles d'hygiène du moment. Lacaze souhaite faire de Pontaillac une ville nouvelle, c'est là où ça ne va pas, distincte de Royan, avec sa paroisse, sa mairie, etc. Les relations avec la ville de Pontaillac sont pas très bonnes, puisque la population de Pontaillac est plutôt légitimiste et catholique, et les autorités de la ville sont protestantes, mon cher Didier, déjà, et républicaines, d'accord? Donc ça ne matche pas très bien entre eux. Bon. 1891, un accord sera trouvé entre la ville et Pontaillac deviendra le quartier périphérique ouest, parmi les plus chics de Royan.
Je préfère dire comme ça, hein, d'accord. Voilà. C'est très bien. 1871, arrive un maire qui va faire 34 ans de mandat. Vous imaginez 34 ans avec le même maire, un peu dur. Hein. Il va le rester jusqu'en 1905 et il va profondément faire évoluer la ville-mère, c'est ça, voilà, la ville-mère. En effet, depuis la fondation d'Arcachon en 1857, qui est desservie par le chemin de fer Bordeaux-La Teste, les Bordelais viennent moins. Tout mieux de là, Arcachon, c'est plus près, il y a le train, bon, très bien. Et sous le Second Empire, la France va se couvrir de voies ferrées. 1875, enfin, Royan est raccordé à la ligne de chemin de fer Paris-Bordeaux par la compagnie très connue des chemins de fer de la Seudre. Bien, je l'ai découverte. Tu la connaissais? Ouais. Cet événement est considérable pour la ville, considérable. Par ailleurs, après plusieurs tentatives, la municipalité va obtenir la concession des 39 hectares de dunes de la forêt de pins de la Grande Conche pour y créer une ville d'hiver capable de concurrencer Arcachon. Le quartier du Parc, à l'horizon, est créé. 1885, ouverture du nouveau casino de Foncillon, créé par l'architecte Alfred Duprat et dessiné d'après celui de Monte-Carlo. 1886, Émile Zola vient pour la première fois à Royan, il va en devenir un visiteur assidu. 1890, le tramway à vapeur de Cauville relie la Grande Conche à Royan et à Pontaillac. 1895, troisième casino, le plus grand de France, est créé sur la Grande Conche. J'imagine le jackpot cumulé de 3 produits bruts des jeux de 3 casinos pour les finances de la ville et de l'État, monsieur le préfet, je n'oublie pas l'État. Bien. Sarah Bernard va y faire un tabac, un triomphe dans La Dame aux Camélias. C'est la période de la belle époque. La station va attirer une clientèle mondaine, familiale et désormais sportive. Les 10 cours du Garden Tennis, déjà 10 cours, ouvrent au Chez, dont on a beaucoup parlé récemment. Regardez. Et cet essor exponentiel va être ralenti par la guerre de 14-18, où Royan, qui est loin du front, va devenir un lieu d'accueil des blessés. Les casinos vont se convertir en hôpital. Et ça, c'est très bien. Et Royan sera épargné par la Première Guerre mondiale. Cette activité balnéaire reprend de plus belle une guerre, et ça reprend, la vie reprend, et puis on a envie de faire la fête, hein, d'accord, dans les années 20-30, sous l'égide du maire Paul Métadier. C'est la période des années folles. Et la station va se distinguer en 1937 par l'implantation de studios de cinéma Hollywood sur Gironde. Là, il fallait y penser, là. Et c'est le producteur, réalisateur, scénariste Émile Cousinet qui va y tourner d'insubmersibles navets. Et Royan est alors fréquenté par Sacha Guitry ou le photographe Jacques-Henri Lartigue. Grâce à l'amélioration des services de chemin de fer, vous voyez combien c'est important hein, de n'être pas enclavé en fait. Hein, via une ramification Pont-Royan et à une remarquable campagne de communication sous forme d'affiches et de cartes postales du journaliste et publicitaire Victor Billot, une nouvelle clientèle venant de la capitale commence à arriver. L'affiche bain de mer est révélatrice. Trajet direct depuis Paris sans changer de voiture. Nous avons quand même un peu régressé depuis. Hein. On peut dire ça comme ça. Bon, j'en parlerai à Dominique Bussereau. Hein. Nous avons Royan sur l'océan, partout des arbres au bord de la mer. Pendant ce mandat, on a pris comme objectif, défini un objectif, plantation de 2000 arbres. Bon, pour l'instant, on tient, hein, d'accord. Des arbres, c'est important, d'accord. Splendide plage sans rival pour leur sable fin. On est en train de réensabler nos plages en ce moment. Pour l'instant, c'est bon. Hôtels et villas à tous les prix. Bon, attention, en ce moment, les coûts explosent, mais la mairie reçoit de substantiques droits de mutation. Bon, voilà. Donc ça, c'est important. Mais enfin, le coût de l'immobilier explose, vous le savez bien. L'Atlantique, la côte atlantique attire beaucoup. Et on a beaucoup de monde de la Méditerranée qui vient chez nous aujourd'hui. C'est assez curieux. Voilà. Au bilan, Royan est l'une des plus célèbres stations balnéaires de la côte atlantique. Elle accueille des milliers de baignachous, dans le patois local, hein, d'accord. Elle accueille donc et compte, avant la Seconde Guerre mondiale, environ 12 000 habitants. 12 000, d'accord. Nous en comptons 19 000 aujourd'hui.
et le souffle de la vie balnéaire la dynamise quotidiennement. Viennent la guerre et la destruction de la ville. Le début de la Seconde Guerre mondiale sonne un coup de tonnerre dans cet univers de vacances et de loisirs. Je maintiendrai. La ville voit affluer des réfugiés qui seront jusqu'à 19 000. Le plus célèbre reste Picasso. L'invasion allemande, en été 1940,
va bouleverser la vie paisible de la station balnéaire. L'instauration d'une base marine allemande destinée à verrouiller l'embouchure de la Gironde et à contrôler le port de Bordeaux, puis l'intégration de Royan dans le mur de l'Atlantique, projette la station balnéaire au cœur de la guerre. Le bombardement du 5 janvier 1945 sera à la fois tragique, absurde et pour autant fondateur. Il va être l'élément déclencheur de la naissance d'une nouvelle ville. Un événement tragique. Nous avons pu le vérifier avec le conflit en Ukraine. La guerre relève d'un destin implacable et génère ses propres dynamiques. La planification de ces opérations en découle de façon inéluctable. Quand le mécanisme guerrier s'enclenche, se souvenir de l'attentat de Sarajevo, déclencheur de la Première Guerre mondiale, où est déjà enclenché, il suffit d'une mauvaise météo sur Brême, en Allemagne, pour qu'un objectif secondaire, Royan, devienne alors une cible prioritaire. Et dans les villes, les premières victimes de la guerre, ce ne sont pas les soldats, mais ce sont les populations civiles. Les deux vagues de bombardement de la nuit du 5 janvier 1945 sèmeront la terreur et feront tragiquement 442 morts et de nombreux blessés au sein de la population civile. Une quarantaine de soldats allemands seront tués. La ville, le cœur de ville, sera détruit à près de 85%. C'est un événement absurde. Selon les principes de la guerre, qui peuvent paraître bien cyniques à l'observateur non averti, le bombardement aérien d'une ville doit être exploité dans la foulée par une attaque terrestre visant à neutraliser les forces adverses résiduelles. C'est ce qu'on en apprend dans toutes les écoles de guerre. Un bombardement aérien seul constitue un non-sens tactique, à moins de vouloir générer une politique de la terreur. Ce bombardement du 5 janvier 1945 a été inutile, puisque la garnison allemande ne s'est pas rendue et la ville n'a pas été prise. Il touche à l'absurde. Il a fallu attendre 3 mois supplémentaires, un nouveau bombardement, suivi cette fois-ci d'une offensive terrestre, pour que la poche de Royan soit réduite et la ville soit conquise. Pour autant, il s'agit d'un événement fondateur. Le bombardement aérien du 5 janvier 1945, parachevé par ceux du 15 avril 1945, lance et construit une passerelle entre deux villes, qui enjambe un champ de ruines de plusieurs années. La station balnéaire à la mode du XIXe siècle, prisée par les touristes, venant en train depuis Paris sans rupture de charge ou par le fleuve en bateau à vapeur depuis Bordeaux, va disparaître et devenir un amas de décombres. Et seule la volonté politique de la reconstruction et l'énergie des hommes et des femmes de cette ville va la relever, en édifiant sur les décombres une nouvelle ville à l'architecture avant-gardiste. Le souffle de la guerre, de la mort et de la destruction a rayé de la carte notre belle station balnéaire. Merci de bien vouloir vous lever avant la sonnerie aux morts. Drapeau. Bravo. Comment? Merci de vos rassurer. Mais le souffle de la vie va prendre le dessus et donner lieu à la naissance d'une nouvelle ville.
La ville est détruite à 85% et les seules zones épargnées, c'est trop fort? Tabac? Bon, très bien. Les seules zones épargnées sont celles du parc et de Pontaillac, les ailes. Royan comptait 4000 villas, seuls environ 250 échappèrent aux bombes, y compris celle de Gérard Filoche. C'est entre nous. Dès juillet 1945, le projet de reconstruction est confié à Claude Ferré, qui cumule les responsabilités d'urbaniste et d'architecte en chef. Il faut bâtir vite et à moindre coût. Nombre de fortunes se sont édifiées là-dessus. Et nous en payons quelquefois l'addition. Dernièrement, l'église Notre-Dame, il a fallu 3,5 millions pour réhabiliter du sable de mer. Voilà, ça. Reconstruction. La question de la reconstruction à l'identique ne se posait pas, contrairement à Saint-Malo-aux-Giens. Bien au contraire. La destruction presque complète de la ville permit d'envisager un plan global, adapté au caractère balnéaire de la cité, en intégrant les dernières réflexions en matière d'urbanisme, place à la voiture en particulier. Royan va devenir un laboratoire d'architecture moderne. Le plan d'urbanisme de Royan repose sur, vous le connaissez bien pour la plupart, sur deux axes majeurs perpendiculaires. Le front de mer qui épouse la forme de la plage, et le boulevard Briand, qui est la principale artère commerçante de la ville, qui va du front de mer au marché. L'architecture se fait audacieuse jusque dans les matériaux, béton, aluminium, briques de verre. Et ce laboratoire va s'organiser autour d'édifices emblématiques de la reconstruction. L'église Notre-Dame, que certains peuvent apercevoir derrière, dessinée par Guillaume Gillet, et dont le clocher culmine à 56 mètres. Le Palais des Congrès, le marché central, marqué notamment par l'architecture brésilienne, celle d'Oscar Niemeyer en particulier. Avec son front de mer reconstruit, Royan justifie sa réputation de ville la plus 50 de France. Sont mis en application les grands principes de l'architecture du mouvement moderne, tendant vers un meilleur confort intérieur, selon le célèbre mot d'ordre de la lumière, de l'air et du soleil. Cette architecture, pourtant unique en France, a été malheureusement mal comprise et mal aimée d'une partie des Royannais. Et ce désamour a entraîné la destruction d'œuvres emblématiques de la reconstruction. La Poste a été défigurée au début des années 1980 par une construction sans âme et amputée de sa galerie sinueuse. Laissé à l'abandon, le casino de Ferré, haut lieu international de la culture, est fermé et finalement détruit en 1985. Vous n'étiez pas encore maire, monsieur le député. Son état étant jugé irrécupérable et pour beaucoup, cela constituera une véritable faute politique. À la même époque que le portique reliant les deux ailes du front de mer, qui avait fait l'objet d'âpres discussions lors de sa construction et n'avait jamais vraiment été accepté par la population, est à son tour démoli. Le Palais des Congrès, enfin, a vu sa façade profondément altérée par l'ajout d'une paroi uniforme, en verre, qui clôt le parallépipède que Ferré s'était ingénié à éviter. À la fin des années 1980, la municipalité a pris conscience de l'importance de sauvegarder et de protéger ce patrimoine des années 50. Cela a conduit en 1992 à la création et au lancement d'une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, ZPPAUP, c'est un peu barbare, qui a été mise en œuvre en 1996, portant sur les constructions des années 50, mais aussi sur les villas balnéaires de la fin du 19e, début du 20e. L'église Notre-Dame a été classée monument historique en 1988 et il faudra attendre 2002 pour que d'autres constructions majeures de la reconstruction le soient également, le temple protestant, le marché central, les villas Eliante et Ombre Blanche, 2004 pour la résidence Froncillon, 2011 pour le Palais des Congrès. En 2011, le label Ville d'art et d'histoire est décerné à la ville par le ministère de la Culture et de la Communication. Nous poursuivons aujourd'hui avec les moyens qui sont les nôtres, sans augmenter les impôts pour le moment, ce travail d'artisan. Les travaux de réhabilitation du Palais des Congrès, initiés en 2019 avec le retour à la façade d'origine et la suppression du cube, constituent une étape majeure.
Son inauguration est prévue début septembre. Ceux du syndicat d'initiative dans le cadre du plan de relance de l'État, aujourd'hui Bureau d'information touristique, vont dans ce sens. Ils seront finalisés début juin. Le marché central sera réhabilité d'ici peu, avec plus de 6 millions d'euros d'investis pour conforter ses fondations. La construction d'un nouveau commissariat de police. Monsieur le commissaire, vous arrivez juste quand il fallait arriver, hein, d'accord ? Voilà, c'est très bien. Aux lignes épurées, j'ai plus le chiffre en tête, c'est combien ? 5, 6 ? Combien ? 5, 7, d'accord. Pour le moment. Boulevard Clémenceau, les travaux commenceront au deuxième semestre 2022 dans le cadre du plan de relance de l'État. Quand même, il y a 2 projets symboliques et qui sont portés par l'État. C'est quand même remarquable. Mais aussi celle d'un nouveau centre technique municipal. Ça, c'est porté par la ville. Avec 3 millions d'euros. Eh bien, vont projeter la ville dans le 21e siècle. Le futur siège de la CARA, tu m'attendais, Vincent, hein, signé Rudy Ricciotti, à proximité de la gare, confortera le statut de Royan comme ville dont l'architecture est d'exception. Le souffle de la vie et de la résilience est passé par là. Et ce soir, rassemblés autour de cette œuvre mémorielle qui solde définitivement le passé, amicalement entourés des maires et représentants de plusieurs communes de notre territoire et du président de la communauté d'agglomération. Nous faisons nôtre ce souffle, cette force, et nous affichons résolument ensemble notre confiance dans l'avenir de Royan et dans celui du pays royannais. Je vous remercie. La parole est maintenant à Monsieur Luc Richard, l'artiste créateur de l'œuvre. Monsieur Richard. Il ne faut pas trop s'appuyer là-dessus, ça tient pas. Je ne vais pas le faire du tout, je crois, en fait. Par contre, je vais bien... Parce que moi, je parle pas aussi fort que vous. Et, Allez-y. Je vais essayer. Bon, bonjour à toutes et à tous. Donc moi, je suis l'artiste, en effet, qui a fait donc, le souffle. Et je suis très content qu'il y ait déjà autant de monde pour venir... inaugurer cette œuvre. Et comme je suis bien moins à l'aise à l'oral, je vais vous lire ce que j'ai écrit, parce que sinon ça va mal finir, je pense. Donc voilà, je commence en fait. Donc la vie d'artiste est souvent faite de solitude, pourtant le but de mon travail est entièrement dévoué à autrui et aux spectateurs. C'est donc un plaisir de voir autant de monde réuni ici aujourd'hui. J'ai conçu le souffle comme une chapelle, destinée à rendre un hommage aux 442 Royannais décédés lors des bombardements de 1945. Ouverte d'est en ouest, je voulais créer un espace de recueillement et de mémoire pour ne pas oublier ce drame. Cependant, Royan, résiliente, s'est reconstruite et se projette vers l'avenir. C'est avec le même esprit de vie que le souffle s'étire vers le ciel. J'espère que le mémorial deviendra un espace de vie où l'on viendra en famille ou entre amis pour passer un moment. C'est de cette manière que nous pourrons continuer à perpétuer la mémoire des victimes. L'édification du souffle a été un travail collectif et je tiens à remercier les personnes qui ont participé à ce projet. Tout d'abord, M. Youinou et M. Chiti de la mairie de Royan. Ensuite, les ateliers Zébra 3 avec lesquels nous avons fabriqué le souffle. Les maçons de GCM qui ont réalisé les fondations, les services techniques de la mairie de Royan, particulièrement les jardiniers et les éclairagistes qui ont fait un travail formidable que vous pourrez découvrir ce soir. Je n'oublie pas le service de communication et les donateurs qui ont soutenu le projet. Enfin aussi, Monsieur Bray, directeur adjoint de la mairie de Royan. C'est ensemble que nous avons relevé les défis techniques et économiques pour que le souffle existe, et ce n'était pas toujours facile. Donc c'était mon premier collaborateur. C'est vraiment une œuvre que j'ai réalisée en fait grâce grâce et avec la mairie de Royan. Ce qui n'est pas toujours le cas en fait. En général, quand on fait des œuvres, on se retrouve souvent seul. Et là, j'ai bien profité de tout le monde en fait. Surtout, je veux remercier le maire. Voilà, particulièrement le remercier parce que sans lui, je pense que le projet aurait été abandonné ou probablement à cause du Covid ou autre chose. Parce qu'il faut beaucoup de courage et de ténacité pour ériger une œuvre d'art dans l'espace public de nos jours. C'est le moyen le plus sûr d'attirer sur soi les critiques de l'opposition.
Et puis certains disent que ça marche à tous les coups en fait. Hein. Si vous voulez pas vous faire si vous voulez des ennemis, ça c'est bon. Certains disent que l'art est inutile. Pourtant, l'art ouvre les esprits et l'imaginaire. Il est donc essentiel pour notre équilibre personnel et collectif. Ainsi, je tiens à remercier sincèrement M. Marengo pour la confiance qu'il m'a accordée. Et je suis heureux d'avoir le privilège... d'avoir eu le privilège de réaliser cette œuvre dans un site aussi exceptionnel parce que c'est vraiment très très beau en fait. Voilà, je vous remercie pour votre attention et pour votre écoute. Merci. Et pour conclure ces prises de parole, donc la parole est à Monsieur le Préfet. Monsieur le député, Madame la présidente du conseil départemental de la Charente-Maritime, Monsieur le maire de Royan, Monsieur le président de la communauté d'agglomération Royan-Atlantique, Mesdames, Messieurs les élus, sans oublier les jeunes élus du conseil municipal, Messieurs les présidents d'associations, Mesdames, Messieurs les porte-drapeaux, Mesdames, Messieurs. Après le débarquement allié du 6 juin 1944, les troupes allemandes stationnées au sud de la Loire remontent vers le front, mais forment de solides réduits autour des ports de l'Atlantique. En Charente-Maritime, ce sont les poches de La Rochelle, La Pallice, Île de Ré et celles de Royan, Île d'Oléron. La poche de Royan est bouclée à partir du 12 septembre 1944. Une partie de la population est évacuée. 8000 soldats allemands, lourdement armés, font face à 25 000 combattants français, parmi lesquels de nombreux FFI, appuyés par des spahis marocains, des tirailleurs nord-africains et de Lubangui-Chari, des Zouaves, des hommes de la 2e division blindée du général Leclerc, des aviateurs, des marins et quelques Américains. Au terme de combats extrêmement violents, la garnison allemande capitule le 18 avril 1945, faisant de Royan l'une des dernières villes françaises libérées de l'occupation nazie. Mais cette libération a un goût particulièrement amer. En effet, le 5 janvier, puis le 15 avril 1945, un déluge de bombes s'est abattu sur la ville, provoquant la mort de près de 500 civils et militaires. Celle qui était surnommée la perle de l'océan n'est plus qu'un champ de ruines, quasiment rayé de la carte. Les récits poignants de ceux qui ont subi ces bombardements témoignent de l'horreur qu'ils ont vécue. Mais à Royan, comme dans tout le pays, la volonté de vivre sera la plus forte. Et dès 1946, sous l'impulsion de Claude Ferré, la reconstruction, qui est plutôt une renaissance, s'engage avec la conception d'une ville entièrement nouvelle. En 20 ans, en ayant su marier avec une exceptionnelle réussite les styles d'avant-guerre avec le modernisme des années 50, Royan a retrouvé son éclat et repris sa place parmi les plus belles stations balnéaires de la côte ouest. L'œuvre que nous inaugurons au Fort du Chet symbolise avec force à la fois le souffle destructeur et le souffle créateur, qui sont deux composantes essentielles, indissociables de l'histoire et de l'identité royanaise, parce que le second a découlé du premier. Une initiative comme celle-ci est la bienvenue,
et mérite d'être saluée, car elle contribue à entretenir la flamme du souvenir de génération en génération. Un écrivain américain a dit « Ceux qui oublient le passé se condamnent à le revivre ». Au-delà de l'hommage dû à nos morts, cette cérémonie est aussi un antidote contre une dangereuse amnésie qui tendrait à nous faire croire que la guerre, le tragique, ont disparu de nos existences, de notre continent. Les événements qui se déroulent à l'est de l'Europe prouvent qu'il n'en est rien. Alors que nous commémorons la victoire du 8 mai 1945 et que nous honorons la mémoire des victimes des bombardements qui ont détruit Royan, comment ne pas tourner nos pensées vers l'Ukraine et ses villes martyres, Mariupol, Kharkiv et tant d'autres, écrasées sous les bombes, les obus et les missiles de l'armée russe. Les souffrances du peuple ukrainien qui nous étreignent le cœur font écho à celles des victimes civiles de toutes les guerres, comme ce fut le cas ici à Royan il y a 77 ans. Ce monument nous rappelle cependant qu'il ne faut jamais désespérer de la capacité de l'humanité à surmonter les épreuves qu'elle traverse, aussi douloureuses soient-elles, pour bâtir sur les ruines des villes encore plus belles que celles qui ont disparu. Le message que nous adresse aujourd'hui l'œuvre de Luc Richard ne se limite pas à la seule ville de Royan. Il a une portée universelle. Le ruban va maintenant être coupé par M. Basselier et M. Maringot, présenté par le Conseil municipal des jeunes. Choisissez vos ordres, monsieur le préfet.
vous propose d'applaudir l'orchestre du Conservatoire de musique Besançon-Gachet et la chorale des collèges de Royan.